Alors, on a commencé à explorer le bilan de ces élections départementales. Côté gauche, avec un parti socialiste qui voudrait de l'union, mais des alliés qui n'en veulent guère, ou en tout cas pas s'il n'y a pas d'inflexion sensible de la ligne politique. Et pour l'instant, c'est peu dire que c'est pas à l'ordre du jour, du moins dans les déclarations du Premier ministre. Mais alors, à droite et au centre, et à l'extrême droite, c'est pas si simple que ça. D'abord, on va revenir au Front National. Un succès incontestable en termes d'électeurs, puisque vous faites le meilleur score jamais réalisé par le Front National à des élections locales. Et en même temps, aucun des défis que vous vous étiez lancés, ne serait-ce que d'arracher un département, n'a été obtenu. Ça me fait penser aussi au succès que vous aviez eu au moment des européennes et à l'incapacité de Marine Le Pen à constituer un groupe au Parlement européen. On a l'impression qu'il y a une sorte de plafond de verre et que si les électeurs, à un moment donné, votent pour vous, soit par conviction, soit par protestation, à un moment donné, ils ne veulent pas vous donner plus que ça, puisque, en gros, les commentateurs sont d'accord. Vous avez largement réussi votre premier tour et plutôt raté votre deuxième. Et totalement raté le troisième. Alors déjà, si vous me permettez, deux petites corrections sur l'introduction. Déjà, il n'y a pas d'extrême droite sur ce plateau, donc je vous rassure, vous pouvez rester tranquille et rassuré. Et ensuite, deuxième correction, nous ne nous sommes pas fixés l'objectif de remporter un département. C'était des estimations qui avaient été faites par plusieurs instituts de sondage, mais nous n'avions pas fixé. J'ai quelques déclarations de Marine Le Pen dans l'oreille. Elle a dit que c'était plausible si on regardait les sondages. Enfin bon, le débat est clos maintenant, les électeurs se sont prononcés et se sont très bien prononcés. Alors en fait, si vous voulez, moi je crois que le premier tour a été un peu la réalité des urnes et des représentations politiques. C'est-à-dire qu'au premier tour, il y avait une offre assez importante, on va dire, sur le plan politique, qui ont été faites aux citoyens. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu que la majorité des citoyens, exactement 25%, s'étaient tournés vers le Front National, le plaçant en premier parti de France lors du premier tour de ces élections départementales. Ensuite, le second tour, eh bien, il a été finalement la réalité des magouilles. C'est-à-dire qu'au second tour, on a vu la gauche s'allier avec la droite s'allier avec la gauche. On a vu l'UMP, notamment du côté de Perpignan, appeler à voter pour le Parti communiste français, il faut quand même le noter. Donc là, ça a été les petites affaires. Tiens, moi, je te donne ça dans tel département, je te prends ça dans tel département. Oui, mais ça, c'était les partis et les appareils, mais les électeurs pouvaient tout à fait ne pas suivre ces consignes-là. C'est pour cela que, voyez-vous, alors qu'au 28 mars, encore, nous ne sortions qu'avec un seul conseiller départemental, et bien désormais, nous en avons 62. J'entendais parler tout à l'heure du problème de la parité au sein de la présidence des départements. Je vais vous dire, pour moi, ça m'importe peu. Ce qui compte, c'est de savoir quelle politique... Non, j'ai pas de leçon à recevoir. J'ai une présidente, ce n'est pas le cas de votre parti. Donc, personnellement, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir quelle politique ils vont mettre en œuvre dans les départements. Est-ce que ça va être encore l'austérité à bloquer à tous les champs? Est-ce que ça va être la disparition des services publics? L'augmentation des impôts? Voilà les véritables questions. Et là, nos conseillers départementaux iront faire une opposition, iront défendre le département, cet échelon de présidentiel. Laura Slimani, vous voulez répondre? Non, je voulais juste souligner que ce qui était sûr, c'est qu'on n'aurait pas des politiques qui instrumentalisaient l'islam, les religions pour mener des politiques racistes, notamment concernant les repas dans les cantines, etc. Et qu'on en est bien content par ailleurs. Je pense que les électeurs, c'est aussi ça qu'ils ont rejeté au second tour. Et il faut aussi peut-être regarder la réalité du fait que pour les électeurs, vous êtes un parti d'extrême droite et que, encore une fois, les propos de Jean-Marie Le Pen le démontrent absolument. Donc vous avez beau vous cacher derrière votre petit doigt et mentir aux gens, c'est très très clair et c'est aussi ça à un moment donné qui au second tour a fait que des personnes ont choisi, oui, de faire front et de faire barrage au Front National. Aurélien, c'est bon. C'est pas clair non plus du côté des centristes. J'ai sous les yeux une déclaration un peu au vitriol d'Yves Gégaud aux échos.fr qui dit j'aime pas du tout la manière dont l'UMP est en train de préparer les primaires. C'est de leur côté. Et puis à un moment, il dit si vous voulez être des nôtres, vous venez. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et on est toujours incapable de savoir s'il y aura des centristes à la primaire ou pas. C'est simple. On a une position claire. On va se décider, l'UDI se décidera dans un congrès en 2016 pour savoir quelle est notre stratégie. Déjà, évidemment, on ne construit pas un parti politique sur un renoncement. On ne va pas dire dès maintenant si on se présente ou pas, ou plutôt ou pas au présidentiel. On a vocation à présenter un projet au présidentiel. La question de savoir si on va participer ou pas à une primaire de la droite et du centre reste posée, si on se met d'accord sur un projet. Parce que là, Nicolas Sarkozy est quand même en train de vous satelliser de manière formidable. Pour l'instant, ce n'est pas notre sujet. Et déjà,
il y a une condition préalable qui est incontournable pour nous, c'est que si c'est vraiment une primaire de la droite et du centre, quid du MoDem? Le MoDem aussi est le centre et donc doit être ouverte aussi au MoDem. On ne participera pas à une primaire sans nos alliés du MoDem qui représentent une partie du centre comme nous, ou en tout cas François Bayrou et ses partisans. Donc la question est claire. Côté jeune populaire. Ce serait dommage, jeune actif, c'est pareil. Jeune actif, pardon. Ah là là, c'est vrai. Ce serait dommage de casser une si belle dynamique. Ce serait dommage de s'arrêter maintenant qu'on a eu une belle victoire au départemental et on espère demain une belle victoire au régional. Ce seront les primaires de la droite. Puis ce serait surtout dommage pour Nicolas Sarkozy d'avoir un candidat UDI qui lui fasse un peu d'ombre. Ceux qui souhaitent l'alternance, Nicolas Sarkozy fait partie de ceux en France qui souhaitent l'alternance. Nous souhaitons l'alternance aussi, donc, c'est pas un problème. Donc, ça tombe bien. Donc, ce seront les primaires de la droite et du centre. J'ai même lu, je crois, on n'a pas été débriefé précisément, mais j'ai même lu qu'on va laisser l'UDI, pour sa part, régler ses propres modalités si elle souhaite participer à cette primaire. On ne peut pas dire qu'on soit particulièrement directif sur le sujet. Déjà, le MoDem, c'est si on participe ou pas, et après on réfléchira. Le MoDem, c'est une autre question. Le modalité. MoDem doit choisir si c'est un centre gauche ou un centre droit ou un centre. Mais pour l'instant, le dernier vote de M. Bayrou au présidentiel le situait au centre gauche. Voilà. Et ça irritait énormément de gens qui ont été hérités par l'élection de François Hollande. Voilà. Oui, mais vous conviendrez quand même que Nicolas Sarkozy tire le bénéfice d'une stratégie politique qui est plutôt théorisée à l'UMP par Alain Juppé, parce que l'union UMP-UDI-MoDem, c'est plutôt Alain Juppé qui en est le chantre. Je suis pas d'accord. Je pense qu'on a fait un rassemblement très large, mais que c'est le positionnement très clair et très ferme sur la droite républicaine de Nicolas Sarkozy qui a gagné, pour le coup. Et on le voit par rapport à toute une série de choses, par rapport au rassemblement qu'on peut faire au second tour de tous les électeurs qui ont souhaité justement cette rupture avec la gauche. On l'a vu par rapport aux 15 derniers jours de campagne, lorsque Nicolas Sarkozy s'est engagé et a été très clair et très ferme sur toute une série de sujets. Je pense que c'est cette fermeté qui a donné le succès que l'on connaît, de même que cette fermeté avait donné le succès que l'on a connu au municipal. Nordine Idir. Moi, je crois que je trouve ça dommage que quelques jours après la fin de cette élection, vous commenciez déjà à parler de la présidentielle et évidemment pas de votre programme sur les territoires parce que ça va être la super austérité. Ça va être la super austérité avec la chasse aux fraudes. La coupe d'un certain nombre de services publics. Malheureusement, est-ce que le gouvernement va laisser faire? Je ne sais pas. Et puis surtout, je crois qu'il y a une clarification parce que la démarche de Nicolas Sarkozy a relativement échoué, le nini. Parce que beaucoup d'électeurs ont fait le choix de faire barrage à l'extrême droite au second tour, et c'est tout à leur honneur. Et il y a même des accords avec l'UDI ici sur cette question. Mais par contre, l'autre sujet, pour vous, c'est quelle relation avec l'extrême droite? Parce que les interventions régulières de votre président de parti donnent à voir qu'il y a à chaque fois des validations des théories du Front National sur un certain nombre de sujets. Et je crois que la droite doit aussi justifier son caractère républicain sur un certain nombre de... Un grand hebdomadaire titre, je crois, aujourd'hui, le plan anti-FN de Nicolas Sarkozy. Donc on ne peut pas dire qu'on est dans la contradiction. Moi, ça va être compliqué. Non, mais attendez. Moi, je voudrais qu'on soit un petit peu responsable là autour de cette table, quoi. Tout à l'heure, on disait qu'on a la volonté de présenter un projet qui parle à tous les Français. L'histoire des primaires, ça a l'air quand même super compliqué chez vous. Si vous avez un projet qui prétend parler à tous les Français, pourquoi vous ne ferez pas tout le monde? C'est compliqué, mais à côté d'un congrès écolo, ça va. C'est beaucoup plus clair. Tout le monde est libre de participer. Et la preuve, c'est que les autres partis prennent l'exemple sur nous. C'est bien qu'à un moment donné, on n'avait pas forcément tort. Moi, je voudrais quand même aussi revenir sur un truc qui m'a vraiment gênée sur ce qu'a dit le FN tout à l'heure. Voilà, le deuxième tour, évidemment, c'est le temps du vote utile. C'est plus le temps du petit vote, celui, effectivement, qui est là pour évacuer les frustrations. Alors qu'aujourd'hui, on vit une vraie crise démocratique. La proportionnelle, comme ça, c'est pas du tout sexy comme sujet. Mais en attendant, c'est ça, avec ça qu'on fait des coalitions de projets. Tout ce que vous avez balayé sous le terme de magouille, c'est tout simplement des gens qui réfléchissent ensemble et qui passent des accords sur des projets, comme on disait tout à l'heure. Donc, à nouveau, franchement, je suis consternée de voir qu'on est là ici pour entretenir des petites magouilles, comme vous dites, ou des querelles de clochers, des histoires de personnes, alors que quand on prétend avoir un projet qui parle à tous les Français, on est là pour l'ouvrir et on est là pour parler de fond. On n'est pas là pour savoir si machin truc va s'allier avec bidule chouette, quoi. Juste pour répondre... C'est intéressant quand même. Vous nous dites ça alors que la chronique
chroniques ne bruissent que de Duflot, Placé, Cos, etc. Vous êtes quand même mal placé pour le dire ces jours-ci. Je voudrais quand même lui dire une petite chose, c'est que le temps médiatique n'est pas le temps politique. À un moment donné, il y a des choses effectivement qui se disent, comme je disais tout à l'heure, il y a des groupes de travail, c'est pas sexy, donc on n'en parle pas forcément, mais il y a des groupes de travail qui sont mis en place depuis lundi, qui vont travailler sur 3 sujets, la crise démocratique, la crise économique, la crise écologique, 3 volets fondamentaux pour avoir un projet qui parle à tout le monde et à tous les Français avec des propositions concrètes, qui vont faire consensus, dans lesquelles de plus en plus de gens vont participer. Je vois absolument pas où est le souci. Voilà, il n'y a absolument pas d'histoire de personnes là-dedans. Il n'y a et est-ce que M. Placé va rentrer au gouvernement? Ce qui serait intéressant quand même, c'est que aujourd'hui, on parle un petit peu du projet de l'UMP parce que vous parlez beaucoup de vos débats internes, mais vous ne dites pas que vous êtes pour passer de 35 à 39 heures, mais payer 35. Mais vous ne dites pas que votre président de parti, il est favorable à la suppression des repas sans porc à la cantine. Mais vous ne dites pas que vous êtes pour le fait qu'il y ait moins de policiers, moins de juges, moins de professeurs, puisque vous êtes pour non, les 5,5 millions de fonctionnaires mener encore une fois des coupes massives. Uniquement des policiers, non, mais il y en a, et comme je le sais très bien, mais vous savez bon, c'est pas ça. La gauche, elle fait la différence. Elle ne supprime pas des postes de policiers, elle ne supprime pas des postes de juges. Elle a créé des postes. Elle a créé beaucoup d'impôts. Elle a créé beaucoup de postes de fonctionnaires. Elle a créé beaucoup de dépenses publiques. Nous savons la valeur des fonctionnaires, ce que vous a priori ne connaissez pas. Et de toute façon, c'est pas grave, vous les méprisez également dans la société. C'est vrai que l'Allemagne est vraiment ultralibérale. Et en tout cas, ces idées-là, vous ne les assumez pas aujourd'hui devant les Français, et c'est pour le coup ça. On va les assumer. On va les assumer. Peut-être que là, vous aurez. Sur les 35 heures, Laura en parle. Ben oui, il y a un point de fracture en tout cas. Je laisse l'UMP régler ses comptes, mais avec l'UDI, il y a un point de fracture. En 97, quand on est passé de 39 à 35 heures, payé toujours 39 heures, qu'est-ce qui s'est passé? On a offert à une génération 4 heures de loisirs sur le dos 400 000 emplois. Sur le dos de ses enfants. En 97, est-ce qu'il y avait... On a créé 400 000 emplois et la croissance n'a jamais... En 97, est-ce qu'il y avait moins de chômeurs? Laura, en 97, est-ce qu'il y avait moins de chômeurs? La réponse est oui. Est-ce qu'il y avait moins de dettes? La réponse est oui. Est-ce qu'on avait une meilleure compétitivité? Pardon, la réponse est oui. Est-ce qu'il y avait plus de pouvoir d'achat? La réponse est oui. Tous les autres pays, on est le pays qui travaille le moins du monde. Et la crise aujourd'hui, elle est quand même due principalement aux inégalités qui sont dues à des inégalités par rapport à l'accès aux besoins de base. Le problème, puisqu'on est... Laissez-le finir. Notre génération, la dette est de 2000 milliards d'euros. Mes futurs enfants, vos futurs enfants, naissent avec 30 000 euros de dette sur leur dos. Et donc, je pense que oui, il faut passer un contrat avec les Français, leur expliquer que les temps sont compliqués et que oui, il va falloir prendre ses responsabilités et essayer de faire baisser le déficit. Pardon, François Hollande, quand il a été élu, il a promis de passer dans les 3% avant 2015 et de remettre le budget à l'équilibre en 2017. On voit qu'on n'y est pas du tout. Ceux qui vont payer, c'est nos futurs enfants et notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'on cesse cette spirale de la dette. Gaëtan Dissocé. Pour revenir un peu sur quand même le début finalement de ce débat là, qui s'est d'un seul coup enflammé, on parlait donc des primaires UMP et puis aussi un peu avant de la question du gouvernement. Moi je vais vous dire, allez encore plus loin, proposer au Parti Socialiste de participer à ces primaires, puisque de toute manière, sur le plan politique, vous êtes d'accord sur tous les points. Non, ça n'existe quasiment pas, ils font 0,01%, monsieur, donc parlez sérieusement. Non, mais si vous voulez, moi quand je regarde, ils mènent une politique de matraquage fiscal, vous avez mené une politique de matraquage fiscal. Ils mènent une politique d'immigration massive, vous avez mené une politique d'immigration massive, 1 million d'immigrés en plus sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Sur la soumission à Bruxelles, aux technocrates, à la finance internationale, vous rejoignez complètement. Alors, ou bien vous assumez vos bilans politiques et vous vous rassemblez et vous faites des primaires ensemble et pourquoi pas un candidat unique à la présidentielle, au moins ça rejoindra un peu les scénarios du second tour. C'est sûr que vous n'êtes pas président participé, vous n'avez pas continué à mentir à vos propres élections. Les Français ne veulent même pas vous confier un exécutif départemental. Alors c'est sûr que vous n'êtes pas embêté par votre bilan. Eh bien, voilà. Allez demander aux Français qui résident dans les mairies du Front National, qui sont désormais 73% à bien vouloir réélire leur maire du Front National. C'est un sondage fait, ça fait 12 mois. Moi je me souviens des bilans à Toulon, à Marignane, à Vitrolles qui étaient catastrophiques. À Beaucaire, à Eyange, à Marseille, un petit séjour là-bas et vous verrez, on y vit très bien.
quand même, Laura Slimani. Vous avez évoqué tout à l'heure les jeunes, et je pense que c'est de ça dont on doit parler tout de suite. Vous nous dites, oui, la dette, c'est horrible, les jeunes naissent avec de la dette. Mais surtout, les jeunes aujourd'hui, ils naissent avec très peu de perspectives dans la société française. Donc, est-ce que c'est plus grave qu'aujourd'hui, il y ait de la dette à rembourser et de se dire qu'on la remboursera peut-être un peu moins vite, mais qu'on donnera aux jeunes un emploi, qu'on permettra aux jeunes d'avoir une bonne éducation, d'avoir des services publics de qualité. Il faut leur permettre d'avoir un emploi. Merci de me laisser terminer. D'avoir une éducation supérieure, d'avoir une investissement. Non mais attendez, arrêtez avec les caricatures, ça va. D'accord. C'est fini les élections, hein, donc d'avoir un enseignement supérieur de qualité. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois quand même, c'est que la gauche au pouvoir, elle a décidé de prendre une très bonne décision pour le coup, et qui, je pense, peut rassembler la gauche, c'est d'ouvrir la prime d'activité. C'est d'ouvrir la prime d'activité. Non mais de rassembler les jeunes aussi, si ça vous plaît. C'est la prime d'activité, c'est d'ouvrir la prime d'activité à tous les jeunes et aux jeunes de moins de 25 ans notamment, qui ne sont pas aujourd'hui éligibles au RSA activité et donc qui ne sont pas aidés alors que c'est des salariés qui sont dans la précarité. Donc j'espère qu'on travaillera ensemble. Nandini, c'est une mesure que vous approuveriez et qu'elle intègre les étudiants et les apprentis qui aujourd'hui sont c'est une mesure qui peut aller dans le bon sens, mais tout à l'heure quand tu parles des jeunes et des 35 heures, combien de jeunes voudraient travailler 35 heures dans la semaine? Il y a un journal hier, Le Figaro, qui a osé insulter les stagiaires de stagiaires rois, alors qu'il y a 70% des stagiaires dans ce pays qui ne sont pas rémunérés. Et si on ne produit pas, il n'y a pas de croissance, et s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi. Et ça, je suis complètement d'accord. Par contre, laisse-moi finir. Par contre, ça marche d'autant mieux qu'on a une stratégie industrielle, quand on ne fait pas simplement des cadeaux fiscaux. Ça fait 30 ans de politiques d'exonération aux grandes entreprises. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche quand la France n'est pas Cuba sans le soleil, quand on baisse les dépenses publiques et quand on rend l'argent aux Français? Je suis français, je ne parle pas de Cuba, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas vous parler des États-Unis, qui est apparemment un modèle aussi qui marche vachement bien en termes d'inégalité. L'Allemagne aussi avec 12 millions de pauvres, hein, parce que moins de fonctionnaires, mais 12 millions de pauvres. Tous nos voisins retrouvent la croissance, sauf nous. Cherchez l'erreur. Attendez, mais ce qui vous intéresse, c'est la croissance. La croissance, la création de richesse, donc de pouvoir d'achat, donc d'emploi. Oui. Est-ce que je peux donner des chiffres? Est-ce que je peux donner des chiffres? Nandini dire qui n'a pas beaucoup parlé. Pendant qu'un jeune sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, on vit dans l'Europe de plus de 3 000 milliards d'évasion fiscale. Donc au bout d'un moment, il faut être sérieux dans la vie. Il faut être sérieux. On veut parler des projets industriels. Investissons dans ces lycées, dans ces universités en faillite, où on ferme des classes, personne. Ah bon? Et qui lutte contre? Mais mettons-nous d'accord avec tous les Européens, parce que le problème c'est créons un rapport de force, créons une démarche alors pour ça. Mais par contre, c'est ce qu'avait promis François Hollande visiblement. Il est arrivé, il voulait tout changer en Europe. Avant aussi sur les paradis fiscaux, et ensuite on met M. Juncker à tête de la Commission européenne. Moi, ce que je vous dis, c'est que si vous voulez parler des projets, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut rompre avec ces logiques libérales de 30 ans d'exonération de cotisations, de politique soi-disant de compétitivité. Le chômage n'a jamais été aussi élevé, les inégalités aussi, et les jeunes n'ont jamais été aussi sans perspective. Un pays dont la majorité de la richesse Votre modèle de super austérité est en échec. Donc plus de la moitié de la richesse nationale est confisquée par l'État n'est pas un pays libéral. Aurélien, c'est bon. Oui, je vais prendre l'exemple du RSA. Et oui, il y a vraiment un point de fracture entre nous. Vous êtes à la gauche dans une philosophie d'assistanat. Je ne veux pas ça. Alors que nous, on est dans une philosophie. Et donc c'est mal de d'aider les salariés. On est dans une philosophie d'investissement. Laissez-le parler. Vous savez même pas. Qu'est-ce qui se passe avec le RSA? Vous parlez du RSA activité. Dans les départements, d'ailleurs, on revient des élections départementales. Mais c'est pas la même chose, vous le savez très bien. Le RSA, comme c'est géré à gauche, c'est en gros, voilà ton chèque tous les mois. Et au revoir, et ça va te permettre de subsister. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut investir. Et investir comment? Une personne au RSA coûte à la collectivité 6 000 € par an. C'est combien le RSA par an? Tu peux me donner le RSA stock, s'il te plaît? On n'est pas là pour se faire la leçon. Laissez-le argumenter, surtout qu'il nous reste peu de temps. Un conseiller d'insertion, laisse-moi finir. Un conseiller d'insertion, c'est 36 000 € par an. Il suffirait d'investir pour embaucher plus de conseillers d'insertion pour aider, parce que aider le social, c'est de faire en sorte qu'on puisse s'aider soi-même. Et donc 36 000 €, ça veut dire que si ce conseiller d'insertion
aide 6-7 personnes à trouver un emploi, eh bien là, c'est rentable. Et c'est ça la philosophie du centre. Et c'est malheureusement contraire à la philosophie de la gauche, qui est d'assister et de dire qu'on met les gens sous c'est la discrimination. Alors, Assistana ou pas? Un jeune entrepreneur pour créer son entreprise à Londres. Je crois qu'il ne faut pas tout confondre, parce que là... Alors, Rosalie, la Seine-Saint-Denis, c'est un conseil d'administration pour 600 Je trouvais intéressant qu'enfin, ici, on puisse enfin commencer à parler de projets. Parce qu'en attendant, avec ces histoires de croissance et de petits pourcentages, là, on prend les choses vachement par le petit bout de la lorgnette. Tandis que si on se pose vraiment la question de ce qui est important pour nous dans la vie, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est que tout le monde vive mieux, c'est qu'il y ait moins d'inégalités. On peut débattre des méthodes largement, mais moi, je voudrais quand même poser la question du sens des choses. Qu'est-ce qui a du prix aujourd'hui dans nos vies? Pour nous, en tant qu'écologistes, c'est simplement de pouvoir que tout le monde vive mieux et ait un accès égal à une bonne alimentation, un logement de qualité. Et un emploi. Et pas forcément un emploi, mais en tout cas des revenus qui lui permettent de vivre mieux. Si on est capable de dire voilà ce qui a du prix dans ma vie, la bonne santé de ma famille, de la convivialité, avoir une occupation qui ait du sens. À partir de là, on renverse complètement les choses. Donc oui, je suis d'accord sur l'idée effectivement qu'il y a un vrai problème d'insertion. Mais en attendant, si on ne donne pas à tout le monde les moyens de vivre mieux quand même, en leur laissant le libre choix de leur occupation, qui n'a rien à voir avec l'assistanat, qui est une question d'épanouissement personnel et qui est une question d'émancipation de l'être humain, je pense que là, par contre, on arrive à des choses beaucoup plus Gaëtan Dussaucé. Il faut créer de la richesse. Gaëtan Dussaucé. Gaëtan Dussaucé. Alors, non, je voudrais quand même faire un petit tac-au-tac sur l'histoire de... Je vais attendre, c'est un peu il y a une loi très intéressante qui est passée hier sur les nouveaux indicateurs de richesse, qui justement, pour se détacher un petit peu du PIB, qui aujourd'hui est vidé de son sens et ne tient pas compte des inégalités. Je vous invite à... Gaëtan Dussaucé. La réalité sur le terrain. S'il vous plaît, je voudrais l'entendre avant qu'on se quitte. J'ai l'impression d'avoir des petits Manuel Valls autour de ce plateau, c'est assez rigolo. Non, mais écoutez, moi je veux bien qu'on parle du RSA, qu'on parle des politiques à mettre en place. En effet, vous avez raison sur la question de la santé, de l'alimentation. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui montre que 5 jeunes sur 10 sont obligés de baisser le budget alloué à la santé et à leur propre alimentation pour pouvoir payer leur loyer. Donc là, nous attendons des choses de la gauche. Et rien n'est fait, puisqu'elle se soumet exactement à la même politique que l'UMP, une politique ultralibérale, immigrationniste, fédéraliste, laxiste. Donc, moi, je veux bien, je vous entends parler d'emploi. Bon, ça me fait un rappel un peu quand vous proposez une année sabbatique pour tous les employés. Nous proposons pas ça, nous. Nous proposons quelque chose de plus sérieux, par exemple, de réformer complètement le modèle économique, puisque c'est un modèle qui, jusqu'à présent, ultralibéral, nous mène droit dans le mur. Donc, attendons-nous déjà pour mettre en place un grand débat sur la question de l'euro, monnaie unique, sur la question du protectionnisme intelligent dont on ne parle jamais, sur la question du patriotisme économique, sur la question de la justice sociale et de la justice fiscale, sur, en effet, les exils fiscaux. Il faut lutter contre ça, mais étant donné que nous avons perdu les frontières qui nous permettent de contrôler les échanges de capitaux, pour l'instant, nous ne pouvons rien faire. Donc agissons raisonnablement. Et pour la lutte contre l'industrie pharmaceutique, qu'est-ce que vous proposez? C'est ça la santé des gens. Moi, j'attends toujours vos projets sur l'écologie, sincèrement. Pour vivre mieux pour le moment, je suis désolée, mais il n'y a pas de très bien. Allez voir le collectif Nouvelle Écologie qui met des notes. Je l'ai regardé, à part des propos sur le halal et l'abattage, je n'ai rien vu à ce qui se passait. Je ne suis pas persuadée que vous auriez voté des subventions à l'agriculture biologique qui sont passées sous un gouvernement de gauche. Philippe Murer, vous aurez toutes les avec grand plaisir, parce que le nucléaire, c'est un peu le contraire de la transition énergétique. Allez, on va en rester là. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de débats en lice et on va reprendre ce rendez-vous régulièrement. Je m'y étais engagé auprès des participants de façon à faire entendre cette petite musique des jeunes politiques régulièrement sur l'antenne de LCI. Voilà, on se quitte dans un instant, c'est le journal. Vous aurez ensuite rendez-vous avec les meilleurs moments de mes rendez-vous culturels de la semaine avant de retrouver Yannick Mahé pour Des yeux dans l'actu.